ici notre 7e podcast. Michel a un invité spécial, c'est Réal Jacob. Puis qu'il va vous présenter Réal Jacob, la prochaine invité. Oui, Réal Jacob va être conférencier ici le 14 mai en matinée pour lancer le bootcamp, finalement. C'est ça. Puis moi, j'ai eu l'occasion de le voir l'année passée dans la conférence de la QPC. Puis c'est vraiment un personnage intéressant. Puis je pense qu'il y a plein d'éléments de la solution là, par rapport à créer des plateformes de collaboration, puis toutes ces choses-là. Fait que ça devrait être vraiment intéressant. Fait que Michel va vous présenter Réal Jacob, puis vous allez le voir sur Skype, en vidéo, présentement. Ouais. Bon visionnement. Okay. Donc, juste comme introduction, M. Jacob, moi, j'ai eu l'occasion de voir votre communication l'an dernier à la QPC. Oui, je vais la modifier un peu, c'est sûr, parce que depuis ce temps-là, j'ai fait un bout de chemin aussi. Là. OK, mais j'avais beaucoup apprécié cette communication-là. Puis là, on est très heureux à Cité de pouvoir vous accueillir là, le 14 mai. Puis là, je profite de cet appel Skype-là pour essayer de faire un petit peu de promotion autour de votre communication. Je comprends. Oui, c'est ça. Fait que peut-être juste rapidement, en introduction, nous présenter en 2 ou 3 minutes qui vous êtes, puis votre expertise et votre expérience là, au niveau de la collaboration et tout ça. Oui. Écoutez, moi, je suis un professeur de carrière qui a débuté en 1983, mais avant, j'ai été dans le monde industriel pendant quelques années. Et pendant toute ma carrière, incluant le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai toujours contribué à développer des centres de recherche, des laboratoires de recherche, des instituts de recherche qui étaient fondés sur des collaborations universités-entreprises et aussi des collaborations interdisciplinaires entre collègues de disciplines différentes pour s'attaquer à des problématiques organisationnelles. Donc, j'ai toujours travaillé en mode collaboratif et en mode interdisciplinaire pendant au moins les 30 dernières années dans le cadre d'instituts de recherche sur les PME, la chaire Bombardier sur les produits récréatifs où j'ai été titulaire adjoint, au CIFRIO en direction de projets université-entreprise, par exemple, sur des nouveaux modes de collaboration à l'ère de l'Internet où on prend des gens d'universités différentes, de disciplines différentes, on adresse de manière systémique les problématiques des nouveaux modes de collaboration à l'ère de l'Internet pour produire des observations pertinentes. Alors, on a toujours conduit des travaux dans une logique collaborative et dans une logique interdisciplinaire. Et aujourd'hui, à HEC Montréal, depuis 2007, on m'a demandé de créer une nouvelle direction qui a comme objectif de briser les relations entre les silos et donc qui sont les départements, et aussi d'intégrer davantage ce qui se fait dans les programmes. Donc, les programmes sont orientés vers nos clientèles pour créer de nouveaux espaces collaboratifs qu'on a appelés des Knowledge Space Centers, où on permet à des gens passionnés autour d'un sujet commun, comme la santé, par exemple, ou le management de la création de l'innovation. On permet à des gens passionnés de disciplines différentes, avec des partenaires internes et externes à HEC Montréal, de développer de la nouvelle connaissance autour de ces thématiques-là. Donc, essentiellement, depuis 2007, j'ai entre autres cette fonction-là de faire émerger des plateformes collaboratives à HEC Montréal, qui sont des plateformes interdisciplinaires avec des partenaires qui viennent à la fois de l'interne et de l'externe pour développer de la nouvelle connaissance et des nouvelles capacités stratégiques pour HEC Montréal et aussi pour nos programmes ici à l'intérieur et pour nos partenaires à l'intérieur de ces centres ou ces plateformes collaboratives-là. Que je vais d'ailleurs évoquer lors de la présentation le 14 mai. Puis, juste rapidement, vous parlez de plateformes collaboratives, puis tout ça, on en entend souvent parler de ça, puis souvent on a de la difficulté à les démarrer, ces plateformes collaboratives-là, ou aller chercher de l'engouement pour que les gens y participent. Avez-vous dans le fond, je vais évoquer ce point-là lors de la conférence, mais essentiellement, pour qu'une plateforme collaborative fonctionne, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, donc ça prend la première dimension qui est extrêmement importante, ça prend la pertinence perçue du sujet. Pourquoi on collabore ensemble? Lorsqu'on a mis en place une plateforme collaborative, par exemple, sur le management de la création, bien moi, j'ai sollicité de manière volontaire des personnes qui étaient passionnées par le sujet puis qui trouvaient pertinent de partager leur expérience, leur réflexion à l'intérieur d'une plateforme collaborative autour du sujet du management de la création et de l'innovation. En même temps, ce qu'il faut faire, pourquoi c'est difficile? Ben,
très souvent, lorsqu'on prend, par exemple, des professeurs de disciplines différentes, qu'on les regroupe ensemble, chacun est dans un univers disciplinaire différent. Chacun est éduqué avec une logique verticale. Et là, on doit s'ouvrir à une logique horizontale. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit aussi animé. Donc, dans chacune de mes plateformes collaboratives, prenons le cas de Mosaïque, par exemple, j'ai deux co-directeurs qui animent une quinzaine de profs, qui, de manière régulière, avec des partenaires extérieurs, comme par exemple le Cirque du Soleil d'un bord et la Banque nationale de l'autre côté. On en a une vingtaine de partenaires sur cette plateforme-là qui découvrent graduellement l'importance de partager leur savoir en réseau et de construire de nouvelles connaissances. Alors, c'est sûr que c'est à la fois, c'est surtout une dimension culturelle, c'est pas une dimension structurelle, mais en même temps, je vous dirais que pour que ça fonctionne, j'ai un support de l'équipe de direction de HEC Montréal, c'est très, très clair à l'intérieur de ça. Donc, ça prend bien sûr le buy-in de la haute direction. Ça prend des gens passionnés parce que la passion nous permet d'aller au-delà des relations de pouvoir traditionnelles dans les organisations. Ça prend bien sûr une pertinence, très grande pertinence perçue par les participants volontaires à ces plateformes collaboratives. Puis ça prend des extrants qui vont finalement être des résultats qui sont plus que la somme des parties. Les gens vont apprécier le fait de collaborer pour créer plus que la somme des parties. Donc, et on s'assure donc que dans chacune de ces plateformes-là, elles soient animées de manière structurée. Donc, les plateformes collaboratives que j'évoque, c'est plus qu'une communauté de pratique. Là, je vais en présenter une ou deux à titre d'illustration qu'on pourrait facilement appliquer aussi dans le monde collégial, par exemple. Puis en général, les professeurs sont-ils partants pour participer à des plateformes collaboratives comme celle-là? C'est-à-dire que pour qu'ils soient partants, il faut qu'il y ait un besoin, puis il faut qu'ils soient passionnés. Alors, essentiellement, moi, je pars toujours du sujet et de la passion, et je pars jamais d'une dimension structurelle. Donc, ça veut dire que si je veux que ça fonctionne, puis d'avoir une plateforme collaborative qui marche super bien, par exemple en santé, qu'on a appelé le pôle santé ici, essentiellement, je force pas les gens du tout à collaborer là-dedans. Je dis simplement à des gens qui ont de l'expertise dans ce domaine-là, qui travaillent sur une base individuelle dans ce domaine-là, on leur offre l'opportunité de partager leur savoir avec d'autres collègues pour développer des projets en commun avec des partenaires extérieurs, par exemple avec des centres hospitaliers ici dans la région de Montréal ou dans la région de Québec. La plateforme collaborative Pôle Santé, on l'a créée il y a environ 22 mois. Elle a déjà 41 projets actifs et puis $1 million de fonds de recherche-action venant des milieux hospitaliers. Essentiellement, si les gens sont pas intéressés, puis si on met une plateforme et puis on dit voilà, elle existe, puis il n'y a pas de pertinence perçue du sujet, il n'y a pas de passion, ça fonctionnera pas. Donc, nous, on part de la pertinence perçue, puis on part aussi, est-ce que les gens qui vont collaborer ont déjà de l'expertise sur le sujet? Et la plateforme devient un lieu de rencontre et de construction de savoir collectif, si vous le voulez, en regard des partenaires avec qui on travaille. Puis j'imagine, vous dites que vous travaillez sur ce dossier-là depuis 2007. J'imagine que la valeur ajoutée de cette collaboration-là fait en sorte que la HEC en bénéficie beaucoup. En fait, l'idée, ce qu'on m'a demandé, c'est est-ce que si on essaie davantage, si on est dans le fond dans les collèges et les universités, on est organisé de manière verticale par département, puis on est organisé un peu de manière horizontale par programme clientèle, donc des programmes qui s'adressent au BAA, etc., la formation continue, formation professionnelle, etc. Alors moi, on m'a demandé de dire si on travaille, puis si on permet à des gens de partager leur savoir autour d'une troisième dimension qui est davantage transversale, comme la santé, ça n'existait pas avant HEC Montréal. Est-ce qu'on est capable de développer des nouvelles capacités stratégiques pour HEC Montréal? Ça veut dire que est-ce qu'on est capable d'attirer, par exemple, des partenaires qui veulent travailler avec nous sur des projets structurants? Est-ce qu'à travers ces projets structurants-là, on est en train de créer de la nouvelle connaissance? Est-ce que la nouvelle connaissance va nous permettre de créer des nouveaux programmes universitaires? Comme par exemple, dans le pôle santé, on vient de lancer un nouveau micro-programme en gestion de la santé de niveau DESS qui va partir en septembre. Par exemple, dans le pôle gestion des arts, on est en train de finaliser une maîtrise internationale avec un partenariat en Italie, à Houston, au Texas, Dallas et HEC Montréal. Donc, on va avoir un nouveau produit qui s'appelle une maîtrise en management / gestion des arts.
Est-ce que ça nous permet d'être plus performants en recherche? La réponse est oui. Avec Mosaic, on est allé chercher des fonds structurants au CRSH cette année et l'an dernier de manière importante, qui nous permet aussi de développer, à partir d'une plateforme collaborative, des projets de recherche académiques aussi. Donc, il y a des retombées hyper concrètes d'avoir mis les gens ensemble autour de plateformes collaboratives, parce que si on prend une chaire traditionnelle de recherche, c'est souvent un individu sur un objet de recherche, c'est parfait, hein? Donc, quelqu'un qui a une chaire de recherche, qui travaille sur des questions d'engagement organisationnel, c'est une logique verticale. Mais si je prends une chaire de recherche sur les technologies de l'information en santé, que j'associe ça à des professeurs de finances qui travaillent sur, par exemple, les questions de rémunération des médecins en santé. J'ajoute à ça des professeurs de gestion de ressources humaines qui travaillent sur l'organisation du travail des infirmières au Canada. J'ajoute à ça des professeurs qui travaillent en lean management qu'on peut appliquer dans les salles d'urgence en santé. Je mets tout ça ensemble, j'essaie de développer de la nouvelle connaissance en santé, mais ça me permet de développer des programmes de recherche, ça me permet de développer des programmes d'enseignement. Et dans le cas de la santé, par exemple, ça nous a permis aussi de devenir un acteur important d'un programme mondial MBA en Health Management. Donc, il y a des retombées hyper concrètes. Mais ça ajoute beaucoup de profondeur là, à l'exercice. Là, quand ouais, on peut ajouter... ça ajoute une troisième dimension. Tu sais, on peut se représenter l'organisation comme dans une dimension verticale, dans une dimension horizontale, puis une espèce de 3D transversal. Ouais. Alors moi, je travaille dans le 3D transversal. Ah non, c'est super intéressant. Rapidement, juste peut-être nous présenter ou nous exposer, je ne sais pas si c'est toujours à l'intérieur de votre présentation, mais je me souviens que l'an dernier, vous nous aviez proposé 5 volets à la collaboration. Peut-être juste rapidement présenter ces 5 volets-là. Puis, je vais les reprendre essentiellement, mais possiblement avec des contenus un peu plus renouvelés parce que ça a évolué depuis ce temps-là. On a des nouveaux exemples, des nouvelles applications. Mais essentiellement, quand on dit collaborer, on va parler de la perspective collaborative à l'interne et à l'externe, mais je vais évoquer effectivement 5 dimensions et la première dimension, c'est collaborer en réseau apprenant à l'interne. Donc, toute la question de l'intelligence collective, des savoirs partagés. Et je dis souvent aux gens, si une entreprise de fabrication d'équipements industriels comme Caterpillar est capable de faire fonctionner 4000 communautés de pratique à travers ses 40 000 employés, j'ai l'impression que les travailleurs du savoir, que sont le monde des universités, le monde des collèges, on a intérêt à travailler cette perspective-là des savoirs partagés. On peut utiliser différents leviers comme les communautés de pratique. Moi, personnellement, j'appartiens à une communauté de pratique de profs au niveau de l'enseignement, des approches pédagogiques au niveau de l'enseignement au MBA. Mais essentiellement, je vais évoquer cette perspective-là de collaborer en réseau apprenant et la perspective de l'intelligence collective. La deuxième, c'est collaborer au-delà des frontières de l'organisation, donc au-delà des frontières du collège, au-delà des frontières de l'université. Comment on peut collaborer selon une perspective davantage d'innovation ouverte. Donc, comment je peux collaborer avec des partenaires qui peuvent représenter, par exemple, les clientèles étudiantes à l'extérieur de l'école, avec des partenaires d'entreprise. Donc, l'idée, c'est, je vais évoquer avec des exemples très concrets comment on peut développer des projets de collaboration selon la perspective de l'innovation ouverte en utilisant des exemples, des illustrations qui ont appliqué cette perspective-là au-delà de leur mode de fonctionnement interne. La troisième que je vais évoquer, c'est collaborer pour se réinventer, toute l'idée de la co-création de connaissances. Et là, je vais évoquer tout ce qu'on a fait dans cette perspective de co-création. Plateforme collaborative avec l'hôpital Sainte-Justine, le site du Soleil Moment Factory, ce que ça a donné au niveau de la salle d'urgence pour les enfants et comment ça a contribué à la réhabilitation des enfants. Donc, collaborer pour se réinventer, c'est toute la question de dire comment je vais utiliser des gens qui sont très différents de notre milieu, mais qui peuvent nous aider à devenir meilleurs. Par exemple, ici, on a utilisé des collaborations avec des organisations qui fabriquent des jeux, donc des gamers. Excusez-moi, c'est le téléphone. Et comment on a, par exemple, réinventé l'enseignement de certains de nos cours en introduisant des jeux sérieux longue durée. Je vais juste faire un instant. Oui, ça va. Je suis dans un Skype. OK. Bon, on peut continuer? Oui, absolument.
OK. Alors, je vais évoquer ces exemples-là. La quatrième perspective, c'est collaborer avec le milieu. Mais là, je vais évoquer plus la perspective, dans le fond, des Living Labs. Là, on commence à voir apparaître ça au Québec. Ça existe beaucoup en Europe. Donc, des projets d'expérimentation dans une perspective d'innovation sociale, où très souvent, les milieux académiques, les milieux d'enseignement sont interpellés par l'approche des Living Labs. Donc, je vais aussi évoquer ça comme étant une perspective à l'intérieur de laquelle on peut s'impliquer comme organisation et institution à travers nos personnels, nos profs, etc. Et par exemple, à HEC Montréal, on s'implique beaucoup dans la construction du quartier d'innovation ici à Montréal. Puis qu'est-ce que ça permet? C'est plus on s'implique, plus on contribue, plus on s'enrichit aussi comme institution dans un projet structurant de cette nature-là. La cinquième dimension, bien sûr, que je vais évoquer, c'est comment collaborer avec la génération C, l'introduction de l'entreprise, de l'organisation 2.0 pour devenir une organisation apprenante 2.0. Donc, on a fait beaucoup de présentations sur ce sujet-là dans les 2-3 derniers mois avec des organisations qui implantent cette perspective-là. Et les milieux d'enseignement sont des milieux propices à introduire, dans le fond, à travers les technologies ou les médias sociaux, un nouveau rapport selon une perspective intergénérationnelle avec nos étudiants. Donc, je vais évoquer l'expérience aussi à HEC Montréal autour de cette question-là, comment on utilise l'intergénérationnel et comment on utilise les médias sociaux pour transformer nos approches en enseignement particulièrement. Oui, ça va être très intéressant parce qu'on touche vraiment beaucoup d'éléments. Là, tu sais, dans le cadre de la présentation, je vais voir là, ce que je garde, mais on va être capable parce que l'idée aussi de la conférence, c'est pour ouvrir aussi sur des perspectives des fois sous-exploitées, comme tu sais, la question des Living Labs, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps, je veux la mettre de l'avant parce qu'avec le CFRIO, on en prépare un en développement local régional dans une région éloignée et ça peut avoir beaucoup de contributions au développement local régional, mais on a besoin que les milieux d'enseignement s'impliquent dans ces Living Labs-là parce que les milieux d'enseignement sont porteurs de connaissances qui sont extrêmement importantes pour animer ce qui se passe dans un Living Lab autour d'une innovation sociale donnée. Oui, absolument. Écoutez, peut-être juste en conclusion, ici pour nous, on est peu connaissants autour du CFRIO, fait que peut-être juste rapidement nous parler du CFRIO puis nous dire... Le CFRIO, je vais le répondre, le CFRIO, c'est un centre universitaire de transfert et de liaison qui fait partie de la stratégie des centres de transfert du gouvernement du Québec. Donc, c'est un centre de transfert qui est accrédité et financé par le ministère du Développement économique du gouvernement du Québec, comme l'est, par exemple, le Cyrano. Donc, c'est un centre qui fait partie de la stratégie de valorisation et de transfert de la recherche vers les milieux de pratique du gouvernement du Québec. Le centre a été créé en 1987 et sa mission, le CFRIO, c'est comment contribuer à la transformation des organisations au moyen des nouvelles technologies et comment soutenir le développement du numérique et les usages du numérique du point de vue d'innovation sociale et organisationnelle dans les entreprises et organisations au Québec et bien sûr en faire profiter d'autres partenaires au plan national et international. Le CFRIO, c'est composé de 150 membres, universités, entreprises, ministères, organismes sans but lucratif qui sont membres du CFRIO et qui peuvent donc contribuer à l'évolution de la programmation de recherche. Il y a 60 chercheurs associés au CFRIO de toutes les universités au Québec et tous les projets du CFRIO de manière systématique sont des projets qui sont co-définis, co-construits entre une équipe de partenaires qui veut expérimenter sur un projet et les professeurs qui s'associent à ce projet-là pour faire une expérimentation. Si on dit, par exemple, comme exemple, les nouveaux modes de travail et de collaboration à l'ère de l'Internet, nous avions dans ce projet-là une quinzaine d'entreprises qui voulaient expérimenter des nouveaux modes de collaboration. Nous avions 7 professeurs d'université, de 3 universités différentes qui étaient prêts à contribuer à ce projet-là à différents niveaux d'analyse sociétale, organisationnelle et individuelle. Et ensemble, entre les profs et les entreprises, on a co-construit le projet de recherche-action dirigé par des directeurs scientifiques. Dans ce cas-là, c'était moi. Là. Donc, le CFRIO a une approche originale, à savoir que les projets de recherche-action sont co-construits par les professeurs de disciplines différentes
avec des entreprises et des organismes qui veulent expérimenter autour d'un projet commun. Le CFRIO intervient dans les domaines de l'éducation, de la formation, d'entreprises, gestion de connaissances, développement local, régional, santé, gouvernement. Et le CFRIO est actuellement l'Observatoire du numérique du gouvernement du Québec qui rend toutes ses publications autour du portail Net Tendance, qui permet d'avoir toutes les tendances en technologie qui impactent, par exemple, le milieu municipal, le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, les entreprises au Québec, tous les questionnaires qui suivent de manière évolutive l'évolution de la génération C, la consommation mobile, etc. Donc, le CFRIO est un lieu aussi, est un observatoire du numérique au Québec. Donc, depuis 87, c'est 400 projets réalisés avec 62 millions de fonds de recherche fournis par les partenaires. Impressionnant. Écoutez, merci beaucoup, M. Jacob, d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. On a bien hâte de vous recevoir le 14 mai. Parfait. Puis... Très bien votre région.